Voilà un versus très intéressant, puisqu'il concerne un combat polémique dans le manga. Oui, on va parler de la fameuse défaite qu'essuient Deathmask et Aphrodite. Le 7 février 1989 paraît donc le premier chapitre de l'arc Hades, et pour bien commencer l'affrontement, un mystérieux personnage apparaît au temple de Mu. Son visage est dissimulé. En revanche, nous découvrons très vite qu'il est accompagné de Deathmask et Aphrodite. En apparence, eh bien, ils se sont rangés du côté d'Hadès. Et là vient donc alors le fameux combat. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que nous n'avions jamais vu combattre Mu auparavant. Tout ce qu'on sait, c'est que Deathmask avait esquivé un possible affrontement avec lui et que lors de plusieurs what if dans le Cosmos spécial, il était précisé que s'il affrontait Shaka, il n'y aurait pas de vainqueur. Toutefois, attention, ce sont les interprétations de la Shueisha, alors que l'anime lui diffusait quelques jours plus tard le combat contre Isaac et Yoga, via l'épisode 108. Masamichi Hamada, par l'intermédiaire des retours des fans, de sondages, voire du troisième film, savait alors quels étaient les personnages populaires à travers son récit et les personnages qu'il pouvait donc sacrifier. L'autre raison pourrait ainsi venir de la gamme Saint Claus série. Maintenant que les ventes sont faites, et avec le succès qu'on lui connaît, pas inutile de poursuivre l'idée que les Gold Saints sont tous équivalents. Par ailleurs, pour rendre les pouvoirs de Mu bien difficiles à contrer, c'est avec ce postulat qu'il décidera que Sion sera son maître. Alors, honnêtement, j'avais toujours songé que ce choix expliquait fort bien la méfiance de Mu envers le grand pop. Mais, manifestement, non, ce n'était pas la vraie raison, même si Sensei Origin, lui, ira dans ce sens. Ouf, j'ai gagné. Deathmask et Aphrodite entrent en action, et là ils sont confrontés au Crystal Wall qui repousse n'importe quelle attaque ennemie, et c'est bien là le problème, car les pouvoirs de deux ex-Gold Saints sont inefficaces face à ce mur. On ne pourra retenir que ce sentiment qu'au fond, Mu dispose d'un pouvoir capable de mettre en difficulté plusieurs Gold Saints, ce qui naturellement ne colle pas avec les One Susan Wars. Même les Piranha Rose ne fonctionnent pas et comble de l'humiliation, pour retourner la situation, Deathmask et Aphrodite ne doivent compter que sur Sion qui annule le Crystal Wall, alors que Mu est en train de se faire brutalement frapper par Deathmask qui préfère finalement attaquer au corps à corps. Seiya fait soudain son apparition. Là encore, si vous êtes fan de Deathmask, celui-ci prend cher, tout du moins en apparence. Est-ce que Deathmask est vraiment blessé? Car à première vue, les attaques de Seiya ne lui font strictement rien et il se relève comme une fleur, sans la moindre égratignure. En même temps, il était difficile d'imaginer Seiya avec son ancien niveau. Ce dernier s'est considérablement amélioré avec l'arc de Poséidon et il peut désormais rivaliser bien plus facilement avec un Gold à froid. Le combat est assez original car au fond, rien ne laissait entendre un jour que ces deux personnages s'affronteraient. Le manga stoppe toutefois le duel par l'intervention de Mu qui n'est pas rassuré par la tournure des événements, et ce, malgré les progrès de Seiya. La réalisation des OAV quant à elle accentue l'humiliation que subit Deathmask lorsque Mu lui bloque le poing et l'envoie valser d'une simple torsion du poignet. Rappelons toutefois que Mu retiendra un peu plus tard d'une main le poing d'Aeolia, en colère alors qu'il s'apprête à achever Saga, Shura et Camus. Waouh! Et tout ça c'est très parlant, mais j'approfondirai ma pensée sur la prochaine vidéo, qui elle sera consacrée 100% à Deathmask. Quoi qu'il en soit, après avoir fait volatiliser Seiya hors du champ de bataille, Deathmask et Aphrodite sont vaincus par Mu qui les réexpédie d'où ils venaient. Mu n'a d'ailleurs pas pardonné leur traîtrise, à en voir sa détermination. Et là, ce combat fait date, et Masamichi Hamada, avec un tel combat, ridiculise à jamais ces deux personnages dans le cœur des fans. Oui, le saint du cancer n'est pas performant, pas plus que le saint des poissons. Ces deux signes, déjà ridiculisés à travers le troisième film de Saint Seiya, ne se relèveront jamais de ce combat. Et pourtant, il y a une forme de réhabilitation à travers la révélation finale de Sion où on apprenait qu'ils étaient tous dans le coup. D'ailleurs, dans Saint Seiya Destiny, la case montrant Saga, Aphrodite et Deathmask est très parlante et sans doute une de mes favorites. Tant cela montre que Deathmask et Aphrodite étaient bien décidés à duper les armées d'Hadès. Et bonne nouvelle, on sait désormais que ces chapitres seront intégrés dans la prochaine réédition japonaise prévue pour cet été.
aucune date en France, malheureusement, je précise d'avance. Au fond, si Manigoldo et Alba Fica sont aussi populaires chez les fans de Lost Canvas, c'est parce que Teshirogi a proposé quelque chose qu'attendaient les fans depuis fort longtemps, voir briller les constellations des poissons et du Cancer, ainsi que celle du Taureau. Ce combat qui révèle les pouvoirs de Mu est très intéressant, mais je défie quiconque de trouver un autre combat qui sera aussi lourd de conséquences en termes d'impopularité. Et Aphrodite et Deathmask subiront à jamais diverses moqueries auprès de la communauté des fans. Autre chose de déroutant, c'est l'association Deathmask et Aphrodite. Et elle n'est pas très flatteuse envers Aphrodite, car le personnage est ambigu, tout du moins à travers ses propos face à Sean. Là, en l'associant à Deathmask, évidemment que la première chose qu'on se dira, c'est que c'est un vilain canaillou à l'image du Cancer, point barre. Alors d'ailleurs, c'est rigolo ce terme canaillou, parce que justement, Manigoldo en italien signifie canaillou. Concernant Aphrodite, l'anime avait hélas retiré quelques dialogues qui donnaient du relief sur sa personnalité. Ici, le mangaka poursuivra hélas cette idée. Toujours est-il que ce duo scellera à jamais ces deux personnages et qu'on les verra souvent ensemble, même lors de leur petit caméo autour du 5e film. Ils sont montrés ensemble. Bien sûr, il y a Soul of Gold où on ne se prive pas de nous les montrer ensemble, mais sous un jour différent et plus flatteur aussi. Mais ça, c'était la volonté de Joji Furuta. Il y a d'ailleurs des propos très intéressants venant de lui dans Soul of Gold. Pourriez-vous nous parler de ce que vous comptez montrer pour les autres Gold Saints? Ce que je veux dire avec force à tous les fans est ne vous en faites pas, Deathmask et Aphrodite vont avoir de jolis moments. Je n'infligerai pas de souffrance aux gens du signe du Cancer et des Poissons. Il y a en fait beaucoup de fans de Deathmask parmi le staff. Et ça, vous voyez, aujourd'hui, voir des personnages appartenant aux 12 signes du zodiaque se faire sacrifier de la sorte en 1989, eh bien, cela n'arrivera plus jamais. Car désormais, le staff a compris cette attente de voir le signe d'un fan briller au même titre que les autres, eh bien c'est important pour eux. Voilà pourquoi ce combat est aussi formidable, car il est le vestige d'une époque où il était encore possible de faire des choix probablement osés. Bien sûr, Next Dimension est là, et on pourra regretter d'ailleurs même le rôle minime de Cardinal par exemple. Pour Destol, j'en ai déjà parlé de son cas dans une vidéo. Ce qui est fort, c'est qu'avec cette mise en bouche sur les pouvoirs de Mu, eh bien, avec le recul et les diverses conversations sur les forums, depuis, ce n'est pas la victoire du Saint du Bélier qu'on a retenue, mais la défaite cuisante de ses anciens compagnons. Et forcément, ça marque, car on n'avait jamais vu de combat entre Gold Saint auparavant. Alors bien sûr, il y a beaucoup de théories de fans autour de ce combat, la plus populaire étant que Deathmask et Aphrodite ne disposent pas du même cosmo à travers les surplices, et qu'ils sont donc plus faibles, mais ça, le manga ne l'indiquera jamais. Par ailleurs, Saga, Shura et Camus ne sont pas ridicules face à Mu. Cela dit, même eux sembleraient impuissants face à Shaka à 3 contre 1, ce qui conforte dans l'idée que les affrontements sont biaisés et que nous assistons depuis le début à des simulacres de combat. Car oui, une autre théorie assez répandue et bien plus crédible serait que Deathmask et Aphrodite ne se seraient pas donnés à fond en raison des potentiels combats qu'auront à mener leurs ex-compagnons, et c'est bien jouable en effet, oui. En fait, on remarquera que tous les renégats, sans exception, semblent retenir leur coup ou ne mettent pas beaucoup de cosmos dans leur attaque. Ainsi, on notera que Doko, pourtant grandement affaibli par l'âge, se relève pratiquement indemne alors qu'il vient d'encaisser la redoutable Stardust Revolution de Sion, dont on ne peut en réchapper paraît-il. Excalibur tranche du vide, Saga utilise son autre dimension sur Shaka, capable, comme on le sait, de revenir de n'importe quelle dimension. Quant à Camus, il se contente de geler partiellement ses adversaires avec la Diamond Dust, alors qu'il possède pourtant l'Aurora Execution, bien plus dévastatrice. De même que Deathmask se prend son Sheki Shiki Mekaha dans les dents et pourtant son âme n'est pas extirpée de son corps. Du côté d'Aphrodite, son surplice est intact, tout du moins dans le manga, alors que ses Piranha Roses se sont retournés contre lui. Enfin, on pourra s'étonner de voir Deathmask se déchaîner sur Mu à coups de poing, tandis qu'Aphrodite se contente d'observer passivement sans intervenir. Tout semble donc confirmer implicitement que les félons se retiennent au maximum, ce qui, quand on y réfléchit bien, est parfaitement logique. Leur objectif est simplement de rejoindre Athéna au plus vite afin de lui faire part du secret de l'armure, pas de tuer leur ancien compagnon d'armes, qui plus est, alors que leur propre camp est déjà en sous-effectif. Tuer leur ancien compagnon, ça reviendrait à octroyer un avantage considérable à l'armée d'Hadès, et ce,
juste avant le début du véritable affrontement, ce qui, avouons-le, serait d'une bêtise sans nom et du suicide d'un point de vue purement stratégique. Quand on observe attentivement ce qui se passe, on comprend bien que les renégats cherchent juste à mettre KO leur adversaire le temps de traverser leur temple, rien de plus. Du moins jusqu'à la maison de la Vierge, là la situation bascule totalement. Shaka ne bougeant pas d'un pouce, allant en outre jusqu'à souhaiter sa propre mort, les félons se retrouvent dans une impasse. L'heure tourne inexorablement et il leur faut prendre une décision radicale, soit renoncer à leurs principes, soit prendre le risque de faire capoter leur mission. En sachant de surcroît qu'ils sont surveillés en permanence par les papillons ferrés d'Hadès et que leur atermoiement finirait par sembler suspect, c'est donc la mort dans l'âme qu'ils se décident à ne plus retenir leur coup. Désormais, un cap est franchi et ils ne laisseront rien ni personne se dresser sur leur route, peu importe le prix à payer. Le gros problème, c'est que si cela passe avec le groupe de Saga, c'est nettement plus difficile à avaler concernant nos deux affreux Jojo, du fait de leur mauvaise réputation. Aussi, leur rédemption, pourtant bien sincère, a du mal à passer. À travers leur visage, le côté clownesque de Deathmask, je dois vous faire un aveu, je n'ai pas systématiquement tilté qu'ils étaient dans la combine. Non, je trouvais ça trop gros en fait, par rapport à leur personnalité. Bon, j'étais dans l'erreur bien sûr, mais n'empêche que, quel incroyable jeu d'acteur ce Deathmask, hein. Par ailleurs, il y a eu un effort de mise en scène dans les OAV du Junikyu, puisque l'humiliation se perdure avec Rhadamant, et à ce moment-là, on peut voir Deathmask et Aphrodite se voir dotés d'un cosmo doré, indiquant là que ce sont des saintes d'Athéna. Est-ce qu'aux yeux de Michiko Yokote, la scénariste des OAV, ils sont plus forts ? Pas vraiment face à Rhadamant, qui ne fait qu'une bouchée d'œufs, alors que bien plus tard, celui-ci aura quelques difficultés à tenir tête à Canon, et il est plus probable que ce Cosmo qui redevient doré serve surtout à montrer que malgré les apparences, Deathmask et Aphrodite sont bel et bien des Gold Saints du côté d'Athéna. Quoi qu'il en soit, ce combat a fait des ravages. Bien sûr, il aura permis de mettre Mu en action, qui a vraiment un rôle clé sur cette partie de l'histoire, en plus d'affronter plus tard le puissant Mew du papillon, mais n'allons pas par quatre chemins. Ce combat crispe beaucoup de fans car la démonstration de Mu est beaucoup trop forte par rapport au potentiel qu'on imaginait autour de Deathmask et Aphrodite. En ridiculisant de la sorte Aphrodite et Deathmask, Masami Kurumada provoquera de nombreuses émotions et pas nécessairement positifs autour de ces personnages. Malgré le poids des années, certains fans japonais sont néanmoins en admiration devant ces personnages, notamment Deathmask. Et ça tombe bien car, comme dit plus tôt, cela sera le sujet de ma prochaine vidéo. A très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.